Un enfant tremblant pointa du doigt une poubelle au milieu de la rue, et les passants n'y virent qu'une simple farce d'enfant. Ce n'est que lorsqu'un millionnaire s'arrêta, sa curiosité le poussant à se pencher, que ce qui se trouvait à l'intérieur le figea sur place. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À première vue, cela ressemblait à un après-midi paisible comme un autre dans une rue tranquille. Mais le doigt tremblant et les cris désespérés d'un enfant vinrent déchirer le silence. La portière d'une voiture de luxe s'ouvrit. Les chaussures en cuir noir verni d'Alexander Harris touchèrent le pavé de la place, chaque pas lourd, délibéré. Son costume gris anthracite, parfaitement ajusté, lui conférait une présence autoritaire qui fit s'arrêter les passants un instant. Alexander ne le remarqua pas, il était habitué à ses regards, un mélange d'admiration et de distance. Il sortit et leva le visage vers la brise du soir qui balayait la ville. Pour lui, ce n'était qu'une brève halte lors d'un voyage d'affaires, et dans son esprit, cet endroit n'avait aucune réelle importance, juste une petite ville, quelques boutiques miteuses, des visages inconnus se pressant le long d'une rue étroite. Il avait l'intention de se rendre directement au café de l'autre côté de la place, où il avait rendez-vous avec un partenaire commercial. Mais le cri perçant d'un enfant brisa le silence, si brut, si puissant qu'il étouffa le vrombissement des moteurs et le murmure de la foule. Il s'arrêta au coin de la place, à côté d'une imposante poubelle publique. Un petit garçon frêle se tenait là, sanglotant. L'enfant avait environ 6 ans, ses vêtements étaient sales et déchirés, et il serrait contre lui un ours en peluche usé. Il ne se contentait pas de pleurer, il suppliait, ses petites mains pointant frénétiquement vers la poubelle. « S'il vous plaît, vous devez me croire. Ma maman est enfermée dedans, s'il vous plaît, sauvez-la. » La voix du garçon était rauque, presque brisée. Quelques passants s'arrêtèrent, le regardant avec un mélange de curiosité et de malaise. Une femme secoua la tête et murmura à son mari, « Il imagine des choses, le pauvre. Sa mère a probablement fugué. » Un vieil homme avec une canne s'approcha, jeta un coup d'œil à la poubelle, puis au garçon, et finit par secouer la tête. « Impossible, il n'y a que des ordures là-dedans. Personne ne peut être à l'intérieur. » La foule se dispersa lentement. Personne ne souleva le couvercle, personne n'osa essayer. Ils laissèrent le garçon pleurer, comme si ses supplications ne les concernaient pas. Alexander fronça les sourcils et s'apprêtait à poursuivre son chemin quand il sentit quelqu'un tirer sur la manche de sa veste. Le garçon avait couru vers lui, s'agrippant fermement, sa voix tremblante mais urgente. « Monsieur, s'il vous plaît, croyez-moi. Ma maman est là-dedans, ils ne veulent pas la sauver. » Les petites mains sales de l'enfant s'accrochaient à sa veste coûteuse. Les sourcils d'Alexander se froncèrent au contact. Il se pencha, faisant face au visage inondé de larmes du garçon. Ses yeux, grands et brillants, luisaient d'un désespoir pur. Mais la raison reprit vite le dessus. Alexander dégagea les mains du garçon, sa voix ferme et froide. « Va trouver tes proches, ne t'accroche pas à moi. » Il lui tourna le dos et se dirigea vers le café. Derrière lui, les pleurs devinrent plus forts, plus désespérés. « Je dis la vérité. Ma maman est là-dedans, s'il vous plaît, croyez-moi. » Quelques rires moqueurs s'élevèrent de la petite foule à proximité. Il ne fait qu'imaginer, il cherche probablement juste de l'attention. Alexander poussa la porte du café, mais avant d'entrer, il jeta instinctivement un regard en arrière. Le garçon s'était effondré sur le sol, serrant son ours en peluche contre sa poitrine, ses petites épaules tremblantes. Puis il leva la tête et le regarda. Ce n'était pas la moue espiègle d'un enfant qui boude. C'était le regard de quelqu'un sur le point de perdre tout espoir, un regard suppliant qui s'ancra profondément dans son esprit. Alexander frissonna, se forçant à se détourner. Il entra, mais lorsqu'il s'assit, sa main posée sur la tasse de café, il fut incapable de la soulever. Dans sa tête, les mots du garçon résonnaient en boucle, « Ma maman est là-dedans. » Un appel à l'aide qui s'accrochait comme une épine, pressant ses pensées, le laissant étrangement troublé. Dehors, le crépuscule tombait. La petite silhouette du garçon s'attardait toujours près de la poubelle. La ville bruyante continuait sa routine habituelle, mais personne ne s'arrêtait. Personne, sauf Alexander. Il avait essayé de détourner le regard, mais il ne parvenait pas à chasser ce regard de son esprit. Ce qu'Alexander ignorait, c'est que tourner le dos ce jour-là marquerait le début d'un terrifiant secret, un secret que toute la ville n'aurait jamais imaginé. Avez-vous déjà vu un enfant implorer de l'aide sans que personne ne le croie? Savez-vous à quel point cela vous hante? La porte du garage se referma et la silhouette d'Alexander se déplaça lentement dans le vaste couloir du manoir.
L'écho de ses pas résonnait dans le vide, chaque son creux lui rappelant qu'il était seul ici. Il desserra sa cravate, posa un verre de whisky sur la table en chêne et s'effondra dans le fauteuil. Il y avait longtemps que son esprit n'avait pas été aussi agité. Mais dès qu'il ferma les yeux, le visage de Daniel, baigné de larmes, apparut. Le garçon s'était accroché au PN de sa veste, répétant le même plaidoyer désespéré, « Ma mère est là-dedans ». Bien qu'Alexander l'ait écarté cet après-midi-là, ses yeux pénétraient maintenant ses pensées comme une lame silencieuse. Il prit une gorgée du whisky brûlant, espérant que cela effacerait l'image, mais en vain. Il se leva, traversa le couloir orné de vieilles peintures et s'arrêta devant la grande fenêtre. Dehors, l'obscurité enveloppait la ville. L'horloge de grand-père rythmait le temps en arrière-plan. Tout était calme. Pourtant, à l'intérieur d'Alexander, une tempête faisait rage. Pourquoi, se demandait-il, ses yeux lui pesaient-ils si lourdement? Tard dans la nuit, Alexander glissa dans un demi-sommeil. Dans son rêve, il se vit, un garçon de 8 ans, debout sur la place de la ville, des décennies plus tôt. L'enfant levait la main pour demander de l'aide, mais les adultes ne faisaient que secouer la tête en passant. Personne ne s'arrêtait, personne ne le croyait. L'image se brouilla pour se fondre dans le visage de Daniel, les deux pères d'yeux désespérés ne faisant plus qu'une. Alexander se réveilla en sursaut, le front couvert de sueur, la respiration haletante. Il s'assit, scrutant la pièce faiblement éclairée, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. La main tremblante pressée contre son visage, il murmura, « Ses yeux, je ne peux pas les ignorer. » À cet instant, la carapace froide et détachée qu'il avait si soigneusement bâtie commença à se fissurer. Derrière elle, une partie de lui qu'il croyait morte depuis longtemps s'éveilla, la compassion et la douleur enfouies d'avoir été oubliées. Alexander sortit du lit et attrapa le whisky, mais sa main se figea à mi-chemin. Il reposa le verre et resta assis, immobile, un long moment. L'obscurité du manoir semblait se refermer sur lui, mais pour la première fois, le silence n'apportait pas la paix. Il ressemblait à une sentence, un rappel du choix qu'il avait fait de se détourner cet après-midi-là. Il se demanda, et s'il y avait vraiment quelqu'un dans cette poubelle? Si les mots du garçon n'étaient pas une simple illusion? Qu'avait-il donc abandonné? Alexander resta assis en silence dans l'obscurité, ignorant que le souvenir obsédant qui venait de refaire surface le ramènerait bientôt dans cette rue, ce jour même, où la vérité attendait de briser toutes les croyances de la ville entière. L'aube se glissa entre les gratte-ciel, teintant la ville de nuances de gris tandis qu'elle s'éveillait. L'air matinal était encore frais, portant l'odeur distincte de la rosée mêlée à l'arôme des marmites de pH fumantes et du riz gluant que l'on installait pour la vente. Le bruissement rythmé du balai de bambou d'un balayeur de rue contre le pavé résonnait régulièrement, comme la respiration mesurée d'un nouveau jour. À l'intérieur de l'élégante Bentley noire, le silence était presque absolu. Alexander était assis, immobile, derrière le volant, ses yeux gris cendrés fixés sur le trafic clairsemé. À cette heure, il aurait dû être dans la salle de réunion, préparant un contrat de plusieurs millions de dollars. Pourtant, son esprit ne pouvait échapper à l'image de la nuit précédente. Ce regard humide, à la fois paniqué et suppliant, du garçon s'enfonçait en lui comme une pointe acérée, ravivant un coin déchiqueté de sa mémoire qu'il avait passé des années à essayer d'enterrer. Juste un gamin délirant, murmura la voix de la raison dans sa tête. Je lui ai donné de l'argent, c'est suffisant. Mais la raison ne pouvait réprimer le malaise grandissant qui lui serrait la poitrine. La main qui portait la Patek Philippe se crispa sur le volant. Après quelques secondes de lutte intérieure, Alexander donna un brusque coup de volant, faisant glisser la voiture de luxe hors de la route principale pour s'engager dans une ruelle étroite. Il ne pouvait expliquer cette impulsion, il savait seulement qu'il devait faire demi-tour. La ruelle apparut, humide, sale, pire que dans son souvenir. La puanteur des ordures non collectées le frappa en plein nez. Des flaques d'eau stagnantes captaient la faible lumière du matin. Et là, à côté d'une poubelle en métal rouillé, une petite silhouette était assise, recroquevillée et immobile. Le garçon était toujours là. Alexander se figea, son cœur manqua un battement. Il avait supposé qu'une fois l'argent en poche, l'enfant serait parti chercher de la nourriture, un endroit où dormir. Il n'avait jamais imaginé que le garçon était resté assis là toute la longue et glaciale nuit. Le visage de l'enfant était pâle, strié de crasse. Ses fines épaules frissonnaient violemment sous une chemise usée et froissée, humide de rosée. Il ne tremblait pas seulement de froid, mais aussi d'épuisement et de peur. Ses yeux étaient injectés de sang, si enflés qu'il pouvait à peine les ouvrir, fixant le vide d'un regard absent. Dans ses bras frêles, il serrait encore un ours en peluche élimé et décousu,
comme s'il était son seul compagnon, sa dernière forteresse au monde. Le doux ronronnement du moteur de la Bentley semblait assourdissant dans le silence de la ruelle. Le garçon tressaillit, sa tête se relevant brusquement. Dans ses yeux secs et lasses, une fragile lueur d'espoir vacilla au moment où il reconnut la voiture familière. Il se mit debout en titubant, ses jambes faibles manquant de se dérober. Puis, avec une force que personne n'aurait pu imaginer, il se précipita soudain vers Alexander, qui venait de sortir de la voiture. « Vous, où vous êtes revenu ?» Sa voix était rauque, brisée par les pleurs et l'air nocturne. Il se jeta en avant, non pour mendier, mais comme un noyé s'agrippant à une bouée de sauvetage. Ses petites mains sales s'agrippèrent fermement au tissu fin du pantalon de costume coûteux d'Alexander. « S'il vous plaît, sauvez ma maman. S'il vous plaît, sauvez-la. Je n'ai personne d'autre. » Alexander se pencha, sentant cette prise faible mais désespérée. La vue du garçon, perdu, épuisé, mais tenant obstinément le coup toute la nuit à côté d'une poubelle immonde, provoqua une douleur aiguë et inconnue dans sa poitrine. À cet instant, le passé refit surface, comme une digue qui cède. Il se revit, des années auparavant, enfant maigre et désespéré, debout dans une foule, hurlant une vérité horrible, pour ne rencontrer que des regards sceptiques et des mots dédaigneux. Ce vieux sentiment d'impuissance, ce cri étranglé coincé dans sa gorge, redevint soudain vivant, plus puissant que jamais. Il laissa échapper un léger soupir, la froideur habituelle de sa voix se fondant en un ton bas et graveleux. « Mon garçon, tu es resté assis ici toute la nuit ?» L'enfant hocha vivement la tête, de nouvelles larmes coulant de ses yeux enflés. « J'avais peur que si je partais, maman disparaîtrait pour de vrai. Je devais rester éveillé. Je sais qu'elle est encore là-dedans. Elle m'attend. » Alexander jeta un regard vers la poubelle cabossée. Ce n'était rien de plus qu'un objet inanimé, silencieux sous le soleil matinal. Mais la certitude du garçon, la foi inébranlable dans ses yeux, rendait impossible de rejeter ces paroles comme le délire d'un enfant terrifié. Quelques passants commencèrent à le remarquer. Une femme vendant du riz gluant passa, jeta un coup d'œil, puis fit claquer sa langue. Pauvre gosse. Il radote comme ça depuis hier après-midi. Il a dû être trop choqué, il n'a plus toute sa tête. C'est juste une hallucination, personne ne pourrait survivre dans une poubelle. Les chuchotements piquèrent les oreilles d'Alexander comme des aiguilles acérées. Sa poitrine se serra. N'importe quel autre jour, il aurait balayé de telles absurdités. Mais aujourd'hui, face à ses yeux qui le regardaient avec une telle confiance, il ne le pouvait pas. Il avait été abandonné par le monde entier une fois, il ne connaissait que trop bien la douleur insupportable que cela représentait. Alexander s'agenouilla, se mettant à la hauteur du garçon. Le geste laissa l'enfant stupéfait. Il posa sa grande main sur les fines épaules tremblantes du garçon. « D'accord, gamin. Je vais appeler quelqu'un pour vérifier. Mais tu dois me promettre de rester calme. » Le garçon ravala ses larmes, sa petite main tremblant en saisissant les doigts d'Alexander. « Oh, où vous me croyez, n'est-ce pas, monsieur ?» La question s'échappa comme un murmure, portant chaque once d'espoir et de peur en elle. Alexander prit une profonde inspiration et sortit son téléphone vertu. Il ne répondit pas à la question du garçon par des mots, mais par une action. Il appela directement le shérif Harris. « Harris, c'est moi, » dit-il sèchement, sautant les salutations. « J'ai besoin que vous envoyiez quelqu'un immédiatement dans la ruelle à côté de la place de la ville. Il y a une chance que quelqu'un soit enfermé dans une benne à ordures publique. Je veux que ce soit vérifié tout de suite. » À l'autre bout du fil, Harris laissa échapper un petit rire, sa voix encore ensommeillée et teintée de sarcasme. « Alexander, tu es sûr de toi? Tout le monde ici connaît les histoires folles de ce gamin orphelin. Il a une sacrée imagination. » Alexander baissa les yeux vers les yeux rougis de larmes, fixés sur lui, ne manquant pas la moindre de ses expressions. Sa prise se resserra sur le téléphone, sa voix devint basse, froide comme la glace, chaque mot portant le poids du fer. « Je ne le répéterai pas 2 fois. Viens ici, maintenant. » Il raccrocha sans attendre la réponse de Harris. Puis il se tourna, rencontrant de front le regard rempli de larmes du garçon. « Ils vont venir, » dit-il fermement. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si tu crois que ta mère est là, alors je te croirai. » Ces mots furent comme une clé ouvrant la porte que le garçon s'était efforcé de garder fermée toute la nuit. Le dernier mur de défense s'effondra. Il éclata en sanglots, non plus les gémissements étouffés de la retenue, mais le cri brut et débridé d'un enfant qui avait enfin trouvé quelqu'un prêt à l'écouter. Pour la première fois, à travers le flou des larmes, une étincelle de véritable espoir vacilla dans ses yeux.
Alexander se sentit un peu maladroit. Sa grande main rugueuse hésita avant qu'il ne la lève finalement pour tapoter doucement le petit dos secoué par les sanglots. Il leva les yeux, fixant la poubelle silencieuse. Soudain, elle ne semblait plus être un objet inanimé. Elle se dressait comme une boîte de Pandore, abritant un terrible secret. Un frisson parcourut son échine, un funeste pressentiment comme il n'en avait jamais ressenti. Au loin, le hurlement des sirènes de police commença à résonner, se rapprochant à chaque seconde. Alexander n'avait aucune idée que dans quelques minutes, lorsque le couvercle de la poubelle serait soulevé, ce qui se trouvait à l'intérieur changerait sa vie à jamais. Le hurlement d'une sirène déchira le silence du petit matin, se faisant de plus en plus proche, urgent, impitoyable. Le son était comme une lame grattant la fausse quiétude de la ruelle, mettant tout en mouvement. Une foule commença à se rassembler, d'abord quelques acheteurs matinaux curieux, puis des voisins se penchant à leurs fenêtres. Les chuchotements et les spéculations s'élevèrent comme un essaim d'abeilles dérangées. Le garçon, Daniel, tremblait violemment dans les bras d'Alexander. Les sirènes de la police ne lui apportaient aucun sentiment de sécurité, au contraire, elles éveillaient une peur vague et tenace. Il craignait que ces gens, eux aussi, refusent de le croire, le rejettent comme tous les autres. Ses yeux remplis de larmes se levèrent vers Alexander, implorant silencieusement d'être rassuré. En réponse à ce regard, Alexander fit quelque chose qu'il n'aurait même pas imaginé. Il tira doucement Daniel derrière lui, sa haute stature formant un bouclier entre l'enfant et les regards indiscrets, le chaos qui allait s'abattre. Sa main resta ferme sur l'épaule du garçon, une pression constante et rassurante qui parlait plus fort que les mots. Dans ce simple geste se trouvait un vœu tacite, « Tu es en sécurité avec moi ». 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent en crissant des pneus à l'entrée de la ruelle. Le chef de la police Harris sortit de la première, le visage bouffi de sommeil et marqué par l'irritation. C'était un homme corpulent d'âge mûr, son uniforme tendant sur les boutons, ses petits yeux perçants brillant toujours de suspicion. « Alexander !» cria Harris, forçant un ton amical qui masquait à peine son sarcasme. « Vous avez vraiment semé la pagaille cette fois, mobilisé toute mon équipe pour un gamin paranoïaque. » Alexander ignora la pique. Il désigna la poubelle d'un signe de tête, ses yeux glacials. « Faites votre travail, Harris. » « Vérifiez. » Harris fit claquer sa langue et fit signe à 2 officiers. « Bien, bien. Voyons quel genre de trésor nous avons là-dedans. » 2 policiers, un plus âgé et un plus jeune, s'approchèrent de la poubelle avec une attitude nonchalante. Ils échangèrent un regard, haussèrent les épaules, pensant clairement qu'il ne s'agissait que d'une farce inutile. Le plus jeune officier tapa sa matraque contre le métal. Toc, toc, toc. Le son résonna, sec et creux. Aucune réponse. Il se tourna vers Harris en secouant la tête. Rien, chef. Probablement juste un chat ou un rat. Harris se tourna vers Alexander, le sourire narquois sur ses lèvres s'élargissant de moquerie. Vous voyez ? Je vous l'avais dit. La prochaine fois que vous aurez envie de faire la charité, faites un don au fond de la police au lieu de nous faire perdre notre temps comme ça. La poitrine d'Alexander se serra. Une lueur de doute s'insinua dans son esprit. Se serait-il trompé ? Avait-il laissé un moment de pitié obscurcir son jugement pour se ridiculiser devant tout le monde ? Il baissa les yeux vers Daniel, caché derrière lui. Le visage du garçon était pâle, ses lèvres si serrées qu'elles saignaient. La petite étincelle d'espoir dans ses yeux s'estompait rapidement, remplacée par un désespoir pur et écrasant. « Non !» murmura Daniel, sa voix se brisant. « Ma maman est là-dedans. Je le sais. » Voyant les officiers sur le point de partir, le garçon se dégagea soudain de la protection d'Alexander et se lança en avant, son cri déchirant l'air. « Maman ! Tu m'entends ? C'est moi, Daniel. Maman !» Son jeune cri angoissé résonna dans la ruelle, rebondissant sur les murs couverts de mousse, perçant les oreilles de toutes les personnes présentes. La foule se tut. Le sourire narquois de Harris disparut. Tous les regards se tournèrent vers l'enfant, maintenant effondré contre le métal froid, martelant de ses petits poings. Et puis, dans le silence suffocant, un son émergea. Clac. C'était faible, presque imperceptible. Peut-être juste une bouteille en plastique qui tombait à l'intérieur, peut-être juste l'imagination. L'officier plus âgé leva la main pour demander le silence. Il pressa son oreille contre la benne. Clac. Clac. Cette fois, c'était plus clair. Faible, irrégulier, mais indubitable. Un coup. Un coup délibéré venant de l'intérieur. L'officier recula brusquement, les yeux écarquillés de choc.
Il bégaya en se tournant vers Harris. « Chef, il y a vraiment quelque chose là-dedans. » L'atmosphère se figea. Le doute et la moquerie s'effacèrent de tous les visages, remplacés par une seule expression, l'horreur. Les chuchotements moururent instantanément, remplacés seulement par des inspirations vives et effrayées. La ruelle étroite parut soudain suffocante, claustrophobe. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Alexander, son cœur battant violemment dans sa poitrine. Il avait eu raison. Le garçon n'avait pas menti. « Ouvrez-la, maintenant !» rugit Harris, toute trace de paresse disparue, remplacée par l'urgence d'un homme accomplissant son devoir. « Prenez un pied de biche, forcez-la !» Le jeune officier se précipita vers la voiture de patrouille et en sortit un long pied de biche. Le conteneur était un ancien modèle industriel, son lourd couvercle en métal rouillé, cabossé et coincé contre le rebord. Les deux officiers travaillèrent ensemble, l'un tenant tandis que l'autre forçait de toutes ses forces pour soulever le couvercle. Grincement. Le métal hurla, un son perçant, presque d'un autre monde. Centimètre par centimètre, une fente commença à s'ouvrir, et avec elle, une odeur horrible s'en échappa. Ce n'était pas seulement l'odeur aigre et pourrie des ordures, elle portait l'humidité, une odeur de moisirance teintée de décomposition. L'odeur de la douleur, de la vie s'accrochant à peine dans le désespoir. Plusieurs personnes dans la foule se couvrirent instinctivement le nez, tandis que quelques femmes au cœur sensible commencèrent à avoir des hauts le cœur. L'estomac d'Alexander se noua. Il agrippa plus fort les épaules de Daniel, essayant de protéger le garçon de ce qui allait être révélé. Bang! D'un dernier effort, le couvercle s'envola, bascula en arrière et percuta violemment le mur de briques. Un instant, le monde sembla s'arrêter. Silence. Personne ne bougeait, personne ne respirait. À l'intérieur de la benne, enfouis sous des sacs en plastique sale, des boîtes de plats à emporter grasse et autres détritus visqueux, se trouvait un corps humain. C'était une femme. Ses longs cheveux noirs, emmêlés de sang et de saleté, couvraient la majeure partie de son visage. Sa robe, autrefois une belle impression florale, n'était plus que des haillons, déchirés et tachés. Son corps était meurtri, marqué de zébrures violettes qui firent grimacer les spectateurs. Un œil était fermé par l'enflure, ses lèvres fendues et gercées. De profondes marques de cordes encerclaient ses poignets, à vif et rouges. Elle gisait recroquevillée, immobile, comme une poupée de chiffon abandonnée. Sans la légère montée et descente de sa poitrine, n'importe qui l'aurait crue déjà morte. Le silence fut brisé par un cri. Une femme dans la foule s'effondra au sol, le visage exsangue. Puis vinrent d'autres cris, des halètements d'horreur se propageant dans la ruelle. « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. C'est une personne. Il y a vraiment quelqu'un là-dedans. Appelez une ambulance, maintenant. » Le chaos éclata. Même Harris l'aguerri, le dur à cuire, pâlit. Il attrapa sa radio et aboya, unité médicale d'urgence à la ruelle 14, à côté de la place centrale. Victime féminine, état critique. Répété, état critique. Mais au milieu du tumulte, un autre son retentit, un son qui transperça chaque cœur qui l'entendit. Maman. Daniel, qui était resté figé derrière Alexander tout ce temps, murmura le mot. Son petit corps tremblait alors qu'il s'avançait, les yeux rivés sur la silhouette brisée à l'intérieur de la benne. Puis le garçon éclata en sanglots. Maman! Ce n'était pas un gémissement, pas un cri suppliant. C'était un hurlement arraché des profondeurs de l'agonie, le cri de terreur contenu pendant un jour et une nuit, se libérant enfin. Il se jeta vers la benne, sans se soucier des officiers qui tentaient de le retenir. Maman! Maman, c'est moi! Je t'ai trouvé, maman! Le garçon griffa le rebord, ses petites mains s'étirant désespérément vers le corps à peine respirant de sa mère. La femme, Clara, sembla entendre la voix de son fils. Avec un effort extraordinaire, elle bougea très légèrement. Son seul œil valide lutta pour s'ouvrir, cherchant la silhouette familière. Ses lèvres gercées tremblèrent, formant un son faible et brisé. Alexander se tenait figé. Il ne pouvait détacher ses yeux de la scène. La nuit dernière, il avait balayé cela d'un revers de main. S'il s'était détourné à nouveau ce matin, cette femme n'aurait peut-être eu aucune chance de survivre. Un frisson glacial parcourut son échine. La foule éclata en chaos. Certains se couvraient la bouche de choc, d'autres reculaient, et quelques femmes éclatèrent en larmes de pitié. Tous partageaient la même pensée, le garçon avait dit la vérité. Harris vacilla, sa voix se brisant. « Appelez une ambulance, vite !» Alexander serra les poings. Pour la première fois depuis des années,
il sentit sa poitrine alourdie par quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps, le remords. Daniel leva ses yeux remplis de larmes, les fixant sur Alexander comme pour graver en lui la question « Pourquoi ne m'avez-vous pas cru hier ?» Alexander détourna le visage, mais ses épaules s'affaissèrent lourdement. Il savait qu'à partir de ce moment précis, tout avait changé. L'hôpital dégageait une odeur que l'on ne pouvait confondre avec aucune autre, un mélange froid d'antiseptique, de souffrance silencieuse et d'espoir fragile. Cette odeur s'accrochait au costume Armani coûteux d'Alexander, un rappel cruel qu'il était entré dans un monde entièrement différent, un monde où son argent et son pouvoir ne signifiaient rien face à la fragilité de la vie humaine. Il était assis sur le banc en métal dur de la salle d'attente, le dos parfaitement droit, une posture totalement étrangère au confort de son bureau au lambris d'acajou ou au siège en cuir de sa Bentley. 3 heures s'étaient écoulées depuis que l'ambulance avait emmené Clara, 3 heures qui semblaient un siècle entier pour Alexander. Il n'avait pas prononcé un seul mot pendant tout ce temps. Il restait simplement assis là, immobile comme la pierre, tandis qu'une violente tempête faisait rage en lui. À côté de lui, Daniel s'était endormi d'épuisement. La tête du garçon reposait contre son flanc, ses petits bras serrant un ours en peluche sale comme un trésor. De temps en temps, son petit corps sursautait dans son sommeil, ses lèvres bougeant avec des appels à moitié formés pour « maman ». Chaque fois, Alexander sentait une lame invisible s'enfoncer plus profondément dans sa poitrine. C'était un homme habitué à diriger un empire, pourtant, ici, il était totalement impuissant face à un enfant qui s'effondrait. Discrètement, il retira sa veste de costume et la drapa soigneusement sur le corps tremblant de Daniel. La chaleur du tissu coûteux sembla apaiser le garçon. Il bougea légèrement, puis se blottit plus près d'Alexander, cherchant la sécurité. Ce petit geste, un simple geste instinctif d'attention, laissa Alexander avec une douleur amère. Il pouvait offrir au garçon la chaleur d'une veste, mais il avait échoué à lui accorder sa confiance quand il en avait le plus besoin. Au bout du couloir, le shérif Harris faisait les 100 pas, le visage tendu par la fatigue et la tension. Il jeta un regard à Alexander, un mélange de curiosité et d'irritation scintillant dans ses yeux. Ce qui avait commencé comme un incident mineur s'était transformé en une affaire grave, destinée à faire la une de tous les journaux. « Monsieur Knight », Harris s'approcha finalement, sa voix basse et ferme. « Vous devriez probablement rentrer chez vous. Il n'y a rien à faire pour vous ici. Nous nous occuperons du garçon et des services sociaux. » Alexander leva le regard, ses yeux gris cendrés, habituellement froids et détachés, débordant maintenant d'un tourment brut. « Je reste, dit-il d'une voix rauque. Je reste jusqu'à ce que je sois certain qu'ils sont tous les deux en sécurité. » Harris haussa les épaules, laissant tomber. Il n'appréciait peut-être pas les hommes riches, mais il savait reconnaître une véritable résolution dans la voix d'un homme. À ce moment-là, les portes des urgences s'ouvrirent. Un médecin d'âge moyen, au visage las et profondément ridé, sortit en retirant son masque. « Qui est de la famille de la patiente Clara Thorne ?» Daniel se réveilla en sursaut, se redressant comme un ressort. « Ma maman. Comment va ma maman ?» Il s'agrippa à la blouse du médecin, ses grands yeux remplis d'espoir et de peur. Le médecin regarda le garçon avec une sympathie silencieuse avant de se tourner vers les officiers. « La patiente est hors de danger immédiat. Son état est grave. Déshydratation sévère, hypothermie, multiples contusions des tissus mous sur tout le corps. Des signes clairs d'avoir été battus et attachés. Heureusement, il n'y a pas de lésions d'organes critiques qui menacent directement sa vie. Nous avons traité les blessures, administré des fluides intraveineux et des analgésiques. Elle est consciente maintenant, mais encore extrêmement agitée et traumatisée. » Chaque mot du médecin aux déshydratation, hypothermie, multiples contusions ou était un nouveau coup de marteau pour la poitrine d'Alexander. C'étaient les conséquences tangibles de sa négligence. Daniel éclata en sanglots, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Le garçon se tourna et s'enroula autour de la jambe d'Alexander. « Tonton, ma maman va s'en sortir. Elle va s'en sortir. » Alexander se figea un instant, puis sa grande main se posa avec hésitation sur les cheveux en désordre de Daniel, lui donnant une légère tape. « Docteur, pouvons-nous entrer pour prendre sa déposition maintenant ?» demanda Harris rapidement, sa voix urgente. « Nous devons attraper l'agresseur au plus vite. »« Juste 5 minutes, shérif. Et s'il vous plaît, soyez doux. Elle vient de subir un terrible traumatisme psychologique. » Le médecin acquiesça puis s'éloigna. Harris fit signe à une femme officier de le suivre. Sans hésitation, Alexander se leva également. Daniel s'agrippa fermement à sa main.
Alexander baissa les yeux vers le garçon, puis vers Harris, son regard ne laissant aucune place au refus. Harris comprit et fit un bref signe de tête. La chambre d'hôpital était d'un blanc clinique, froide et remplie uniquement du bip régulier des moniteurs. Clara était allongée sur le lit, son visage enflé pâle contre l'oreiller. 4 perfusions descendaient le long de son bras meurtri. Mais quand elle vit Daniel entrer, sain et sauf, marchant à côté du grand homme, ses yeux vacillèrent avec la plus faible étincelle de vie. « Daniel, mon fils ?» Sa voix était rauque, fragile comme un fil sur le point de se rompre. « Maman !» Daniel se précipita, enfouissant sa tête au chevet du lit et saisissant sa main froide. « J'ai eu si peur, j'ai cru que je ne te reverrais jamais. » Clara lutta pour lever sa main libre et caresser ses cheveux, des larmes coulant sur ses joues tuméfiées. « Je suis là. Je suis tellement désolé que tu aies eu si peur. » L'officière posa doucement une main sur l'épaule de Daniel, lui faisant signe de reculer un peu. Harris s'approcha, baissant sa voix au ton le plus calme possible. « Mademoiselle Thorne, je suis vraiment désolé de vous déranger maintenant, mais le temps est critique. Pouvez-vous nous dire qui vous a fait ça ?» Le regard de Clara passa de l'amour à la terreur pure. Son corps se mit à trembler de manière incontrôlable. Elle regarda Harris, puis Alexander, cet étranger qui était pourtant le seul à être revenu et à avoir cru son fils. Sa présence sembla lui donner un soupçon de courage. Elle prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses dernières forces. « C'était mon frère », murmura-t-elle, chaque mot lui lacérant le cœur. C'était Marcus. Le nom flotta lourdement dans l'air. Harris fronça les sourcils et fit signe à l'officière de prendre rapidement des notes. « Marcus Thorne, pouvez-vous nous en dire plus ?» De nouvelles larmes coulèrent, cette fois de rage et de la douleur insupportable d'être trahi par son propre sang. Il voulait prendre la maison et les petites économies que mes parents m'ont laissées. Ils sont morts jeunes, nous n'avions que nous deux. Je lui ai toujours fait confiance. Sa voix se brisa en sanglots. Il y a 2 nuits, il est venu avec des papiers. Il a dit que c'était des procurations pour qu'il puisse m'aider à gérer les choses, rénover la maison pour la vendre à un meilleur prix. Il m'a dit de me concentrer sur Daniel, qu'il s'occuperait de tout. Je l'ai cru. J'ai signé, sans lire attentivement. Elle ferma les yeux comme pour effacer le souvenir. Mais hier soir, il est revenu. Son visage était différent. Il a dit que ces papiers étaient en fait un transfert complet de tous les biens à son nom. J'ai refusé, j'ai dit que j'irais à la police. Alors il a perdu le contrôle. Il a dit que j'étais un fardeau, que Daniel et moi ne méritions rien. Il m'a frappé. Il m'a ligoté et a dit que si je ne disparaissais pas, il ferait du mal à Daniel aussi. Daniel se tenait tremblant à côté d'Alexander, la main plaquée sur la bouche en écoutant le récit de ce cauchemar. Une fureur froide bouillonnait dans la poitrine d'Alexander. Il avait affronté des adversaires impitoyables en affaires, mais la cruauté d'un homme se retournant contre sa propre sœur et son neveu était un mal d'un tout autre niveau, une érosion de l'humanité elle-même. Clara continua, sa voix faiblissant. Il m'a forcé à boire quelque chose, ma tête est devenue cotonneuse. Quand je me suis réveillé, j'étais dans le noir. C'était étouffant, immonde. Je ne savais pas où j'étais. J'ai crié, mais personne n'a entendu. J'ai cru que j'allais mourir là, jusqu'à ce que j'entende la voix de mon fils. La voix de Daniel a été la seule chose qui m'a ramené. J'ai utilisé chaque once de force qu'il me restait pour frapper contre les parois de ce conteneur. Chaque mot était un coup porté à la conscience d'Alexander. Ce n'était pas seulement une agression, c'était la trahison la plus cruelle de la part de la seule personne en qui elle avait confiance. Il regarda Clara, puis Daniel, tremblant à ses côtés. Il vit clairement l'horreur qu'ils avaient endurée, en partie à cause de sa propre indifférence. Lorsque la déposition prit fin, le visage de Harris se durcit alors qu'il se préparait à émettre un mandat d'arrêt contre Marcus. Mais Alexander savait que ce ne serait pas si simple. Un homme aussi impitoyable et calculateur que Marcus aurait déjà planifié sa fuite. Il ne se laisserait pas attraper facilement. En regardant Clara s'effondrer dans un sommeil épuisé et Daniel pleurant silencieusement à côté d'elle, une résolution d'acier se cristallisa en Alexander. Son remords ne pouvait pas se limiter à de la culpabilité, il devait se transformer en action. Il se pencha, posant une main sur l'épaule tremblante de Daniel. « Gamin, » dit-il, sa voix profonde et stable, plus distante. « Je te promets que je ne laisserai pas l'homme qui a fait du mal à ta mère s'en tirer. Je rendrai justice pour vous deux. » Daniel leva les yeux, ses yeux cernés de rouge remplis d'un espoir fragile. Ce n'était pas la promesse d'un passant.
c'était le vœu solennel d'Alexander Knight. Il ne laisserait pas la vérité être enterrée à nouveau. Cette bataille était maintenant la sienne. La tempête médiatique frappa plus vite que quiconque aurait pu l'imaginer. La femme dans la poubelle n'était plus un simple titre sensationnel local, c'était devenu une tragédie nationale, disséquée sur toutes les chaînes. Et au cœur de la tempête, Marcus Thorne apparut, non pas comme un suspect, mais comme une figure principale tragique. Alexander était assis dans une suite d'hôtels de luxe, transformée en centre de commandement. Le monde des contrats de plusieurs millions de dollars et des graphiques boursiers s'était estompé. Devant lui, sur un écran de télévision de 60 pouces, se trouvait Marcus. Fini le costume d'homme d'affaires, Marcus portait un pull à col roulé gris pâle, créant délibérément une image d'humilité et de fiabilité. Il était assis en face d'un célèbre animateur de talk-show, son visage soigneusement maquillé pour préserver une expression d'angoisse, ses yeux légèrement rouges, comme s'il n'avait pas cessé de pleurer depuis des nuits. « Monsieur Marcus », commença l'animateur avec une sympathie sincère, « pourriez-vous nous parler de l'état de votre sœur, mademoiselle Clara Thorne ?» Marcus expira, les épaules affaissées. « C'est vraiment un cauchemar. Clara, elle était une mère merveilleuse, mais après la mort de son mari, elle s'est effondrée. Elle a toujours cru que quelqu'un cherchait à lui faire du mal, parfois incapable de distinguer le réel de l'imaginaire. J'ai essayé de la faire soigner, mais la maladie n'a fait qu'empirer. » Il pressa sa main contre son front, tremblant avec une précision parfaite. « Cette nuit-là, nous nous sommes disputés. Je voulais seulement la convaincre de continuer son traitement, mais elle croyait que j'en avais après ses biens. Dans un accès de panique, elle s'est enfuie. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle se ferait du mal et ramperait dans un endroit aussi horrible. C'est de ma faute, je n'aurais jamais dû la laisser seule. » Des larmes coulaient sur ses joues. Le studio entier se tut, captivé par la vue d'un jeune frère dévoué se blâmant. Le point culminant fut atteint lorsque l'émission fit intervenir un expert, le Dr Evans, un psychologue de renom, qui déclara, d'après les dossiers et le comportement décrit par Marcus, il est très probable que mademoiselle Thorne souffre d'un trouble délirant aigu. L'automutilation et le fait de se cacher dans des endroits sales sont des signes classiques de comportement autodestructeur. Alexander serra le verre dans sa main, ses doigts devenant blancs. Une performance impeccable, soigneusement mise en scène, avec la main de l'avocat David Chen clairement derrière tout cela. Marcus avait préparé ce terrain depuis longtemps. La preuve arriva juste après l'émission, lorsque le shérif Harris l'appela. « Knight, nous devons suspendre le mandat d'arrêt. L'avocat de Marcus vient de déposer un dossier complet, dossier psychiatrique, procuration notariée et témoignages de voisins affirmant qu'elle criait souvent sans raison. Tout concorde. Les ecchymoses sur son corps n'auront aucun poids si elles sont considérées comme auto-infligées. Tout ce que nous pouvons faire, c'est la garder sous surveillance hospitalière pour sa propre sécurité. » Alexander rugit, « Elle est une preuve vivante, Harris. » Pas de témoin, et la parole de quelqu'un étiqueté comme mentalement instable ne tiendra pas devant un tribunal, soupira Harris. Marcus avait remporté la première manche. Clara, autrefois victime, était maintenant dépeinte comme une patiente mentale dangereuse. Le lendemain matin, la tragédie s'aggrava. Les travailleurs sociaux arrivèrent à l'hôpital, le dossier psychiatrique en main. Ils décidèrent que Daniel ne pouvait pas rester avec sa mère. Le garçon hurla, se débattant dans les bras d'une assistante sociale. « Tonton Alexander, ne les laissez pas m'emmener. Ma maman n'est pas folle. » Clara cria, luttant contre les infirmières et les officiers qui la retenaient. Ses cris désespérés résonnèrent dans le couloir jusqu'à ce que les froides portes de l'hôpital se referment. L'espoir qui avait vacillé la veille était cruellement anéanti. L'opinion publique s'était entièrement tournée vers Marcus. Pauvre jeune frère, obligé de s'occuper de sa sœur folle. Heureusement qu'il y a Marcus, sinon son fils souffrirait. Alexander vacilla face à l'injustice. Il retourna à son hôtel, l'esprit lourd. De la fenêtre, observant le flot de voitures en contrebas, il savait que toute la ville avait cru à un mensonge. Il ne pouvait pas compter uniquement sur la police. Harris était bien intentionné, mais il avait les mains liées. Pour déchirer le filet que Marcus avait jeté, Alexander avait besoin de ses propres armes. Il appela son avocat personnel, David Tran. Trouver les failles. Réexaminer chaque document, chaque signature. Le Dr Evans, le notaire. J'ai besoin d'une évaluation indépendante d'un psychiatre de premier plan. Compris, monsieur. Mais il ne s'arrêta pas là. Alexander composa un autre numéro. Jacques Riley, un ancien flic devenu détective privé,
tristement célèbre pour ses méthodes peu orthodoxes. Marcus Thorne. Je veux que vous éventriez sa vie. Transactions, relations, secrets. L'argent n'est pas un problème. Riley laissa échapper un rire rauque. Ça m'a l'air intéressant. Considérez que c'est fait. Quand Alexander raccrocha, sa colère s'était durcie en une détermination froide. Il regarda la ville, non pas comme un paysage, mais comme un échiquier. Marcus avait fait le premier pas, pensant n'affronter qu'une femme fragile. Mais il ne connaissait pas la vérité. Il venait de réveiller une bête. La nuit tomba sur la ville, accompagnée d'une bruine persistante. Les gouttes de pluie frappaient la fenêtre de la suite d'Alexander, créant un rythme à la fois sombre et implacable. Derrière la vitre, les néons de la ville se brouillaient en traînées de couleurs à travers la pluie, brillante mais lointaine. Alexander se tenait là, un verre d'alcool à la main, bien qu'il n'en ait pas pris une gorgée. Il fixait le vide, l'esprit ailleurs. Il pensait à Clara, confinée dans l'hôpital même qui était censé la guérir, dépouillée de ses droits de mère, condamnée par la société comme une simple folle. Il pensait à Marcus, son visage affligé à la télévision, une performance si parfaite qu'elle avait trompé tout le monde. Et surtout, il pensait à Daniel. Où était le garçon maintenant? Parmi des étrangers, effrayé, seul, et peut-être déjà en train de perdre foi en l'homme qui avait promis de le protéger, lui et sa mère. Un sentiment creux d'impuissance rongeait le cœur d'Alexander. Sans plus hésiter, il posa le verre, attrapa son manteau et ses clés de voiture. Il devait voir Daniel. Le foyer d'accueil Saint-Jude se dressait sous la pluie, plus désolé qu'il ne l'avait imaginé. Des murs de briques grises tachées de moisissures, des fenêtres à barreaux, et un air si froid qu'il ressemblait plus à une prison qu'à un refuge pour enfants. Après un bref appel au conseil municipal, Alexander Knight fut autorisé à entrer et conduit à ce qu'ils appelaient une salle commune. La pièce était large mais sinistre. Quelques enfants étaient assis, éparpillés, l'un feuilletant un livre, un autre fixant le vide par la fenêtre à barreaux. Pas de rire, pas de voix joueuse. Dans un coin, Daniel était assis, recroquevillé sur une chaise en plastique orange, ses yeux vides fixés sur le sol. Il serrait un ours en peluche usé contre sa poitrine, le tenant comme s'il était la dernière forteresse contre un monde inconnu. Quand il remarqua Alexander, le garçon se raidit. Une lueur d'espoir illumina ses yeux, pour s'éteindre aussitôt. Instinctivement, il serra l'ours plus fort, se préparant. « Bonjour, Daniel » dit doucement Alexander, sa voix mal assurée comme elle ne l'avait jamais été lors de réunions d'affaires à plusieurs millions de dollars. Il tira une chaise en face du garçon, ne se précipitant pas pour poser des questions, s'asseyant simplement en silence avec lui, écoutant la pluie. Après une longue pause, Daniel murmura « Est-ce que ma maman va bien? Ta mère reçoit des soins médicaux, et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la faire sortir de là », répondit fermement Alexander, non pas comme un réconfort vide, mais comme un vœu. Les yeux de Daniel se remplirent de larmes alors qu'il chuchotait « Ils disent que ma maman ment, mais ce n'est pas vrai. Je l'ai entendu cette nuit-là. » Oncle Marcus lui criait dessus, très fort. La poitrine d'Alexander se serra. Le garçon était un témoin. Il baissa les yeux sur l'ours en peluche abîmé auquel Daniel s'accrochait. Une couture grossière et inégale le long du flanc de l'ours attira son attention. Contrairement aux coutures nettes de l'usine, celle-ci était brute, hâtive, cousue dans la panique. « Daniel, cette couture, elle est inhabituelle », dit doucement Alexander. Le garçon serra l'ours plus près, ses yeux rougis brillants. « C'est maman qui l'a faite. Elle a dit que Teddy gardait un secret pour moi. Quoi que les gens disent, je ne dois pas les laisser le prendre. » Un secret. Le mot fit frissonner Alexander. Clara avait laissé quelque chose derrière elle. Il prit une inspiration brusque. « Daniel, peux-tu me le montrer? Je te promets que je le garderai en sécurité pour toi et ta mère. » Daniel hésita, mais finit par hocher la tête et lui tendit l'ours. Alexander décousit soigneusement les coutures, écartant le rembourrage jauni. À l'intérieur, enveloppée dans un petit sac en plastique, se trouvait une clé USB noire. La pièce sembla retenir son souffle. Alexander la dissimula, rendit l'ours à Daniel et sortit précipitamment. Une fois dans sa voiture, il brancha la clé USB dans le système. Un seul fichier apparut, pour Daniel.mp3. Une salve de grésillements crépita d'abord, puis la voix tremblante de Clara se fit entendre. « Marcus, tu ne peux pas faire ça. Ça appartient à Daniel, ça a été laissé par ses parents. » Immédiatement après, une voix d'homme, familière mais maintenant d'une froideur glaçante, révéla sa vraie nature. « Ferme-la. Toi et ton gamin,
vous n'êtes que des poids morts. Signe ça maintenant, ou vous mourrez tous les deux dans la crasse. Je vous jetterai, toi et ton gamin, là où personne ne vous trouvera jamais. » Alexander arracha les écouteurs, le visage exsangue. Ce n'était plus un soupçon, c'était une preuve vivante. Marcus avouant le vol et les menaces de mort. Il appela immédiatement l'avocat David Tran. « David, nous l'avons. » Un enregistrement. Marcus admet tout. La ligne resta silencieuse, puis David baissa la voix. « Monsieur, c'est une percée, mais ce n'est pas suffisant. L'enregistrement pourrait être jugé irrecevable. Nous aurons besoin d'un expert pour l'authentifier et d'une chaîne de possession claire. Sans ça, le tribunal le rejettera. » Alexander comprit. La bataille était loin d'être terminée. Mais maintenant, au moins, il n'avançait plus à tâtons dans le noir. Clara avait laissé une torche derrière elle. Il regarda le bâtiment sombre sous la pluie, où Daniel était encore assis, serrant son ours en peluche. Dans la main d'Alexander, la minuscule clé USB était devenue l'arme la plus puissante de toutes. Et il jura qu'il utiliserait chaque once de son pouvoir, de son argent et de sa volonté pour que le monde entende cette vérité. Pour Daniel, et pour la mère courageuse qu'il avait laissée. Le bureau de David Tran, au dernier étage d'une tour de verre, était entièrement lambrissé de chaînes sombres. Une lumière dorée se déversait sur un bureau minimaliste. Normalement, l'endroit rayonnait d'une autorité absolue, mais ce soir-là, l'air était si lourd qu'il était difficile de respirer. Sur l'écran massif monté sur le mur opposé, une onde sonore verte vacillait et dansait au rythme de chaque mot de l'enregistrement mystérieux. Assis devant une batterie d'ordinateur complexe se trouvait Miller, l'analyste sonore. Il se pencha en avant, les yeux rivés sur l'écran, les doigts tapotant sans relâche, comme pour marquer le rythme du destin. Après plusieurs minutes tendues, il leva la tête, la voix ferme. Il n'y a aucun signe de montage ou d'édition. C'est l'original, intact. D'après le bruit de fond, je pense qu'il a été enregistré dans une petite pièce fermée, très probablement à l'intérieur de la propre maison de Clara Thorne. Le dispositif d'enregistrement n'était qu'un vieux téléphone portable, ce qui correspond à sa situation financière. David Tran expira profondément et se leva de son fauteuil en cuir, son regard se tournant vers Alexander Knight. « C'est suffisant pour établir l'authenticité, dit-il, mais pas assez pour faire tomber Marcus. Il prétendra que Clara l'a piégé, qu'elle l'a délibérément provoqué pour obtenir cet enregistrement. Il pourrait même le transformer en preuve qu'elle a conspiré contre son mari. Si nous portons ça devant le tribunal maintenant, il nous écrasera en une seule audience. » Alexander resta silencieux. Il se dirigea vers la baie vitrée et regarda la ville scintiller dans la nuit. Chaque bâtiment, chaque rue en contrebas, semblait être une pièce sur un vaste échiquier, et c'était à lui de calculer chaque mouvement. Puis il dit lentement, « Trouvez-moi un moyen de le rendre recevable. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Marcus était assis seul dans sa chambre luxueuse, faisant tourner un verre de vin. Il essayait d'en savourer la chaleur, mais son esprit était agité. Plus il réfléchissait, plus il devenait mal à l'aise. Quelque chose n'allait pas. Il se souvint d'avoir fouillé la maison après la disparition de Clara, et le détail qui le hantait le plus était l'ours en peluche usé de Daniel. Il n'avait jamais trouvé le téléphone de Clara. Sa raison hurlait une possibilité terrifiante. Clara avait-elle caché quelque chose à l'intérieur de ce jouet? Et maintenant, cela pouvait-il être entre les mains du garçon? Le verre de vin glissa de sa prise, le liquide pourpre se répandant sur le tapis. Marcus se leva d'un bond, une lueur vicieuse dans les yeux. « Je dois récupérer cet ours avant qu'il ne soit trop tard. » Cette nuit-là, dans le dortoir de l'Institut d'aide sociale Saint-Jude, Daniel se tournait et se retournait, la sueur trempant son oreiller. Dans son rêve, il voyait encore sa mère être emmenée de force, ses cris étouffés avalés par l'obscurité. Il se réveilla en sursaut et serra son ours doudou. Ce n'est que lorsque sa main toucha la fourrure usée et élimée qu'il ressentit la plus faible trace de paix. Mais alors, la porte de la chambre grinça et une ombre se glissa à l'intérieur, c'est pas aussi doux que ceux d'un chat. Un homme cagoulé de noir se dirigea droit vers le lit de Daniel. Une main rugueuse se plaqua sur la bouche du garçon. Le corps de Daniel sursauta, les yeux écarquillés, le cœur battant à tout rompre. « Silence, gamin !» siffla l'homme, sa voix coupant les oreilles de Daniel comme un couteau. « Où est l'ours en peluche? Donne-le-moi. Si tu cries, ta mère ne sortira jamais de l'hôpital, compris ?» Daniel tremblait, les larmes coulant, hochant la tête encore et encore. Au fond de lui, il savait que Doudou était sous le lit, là où il l'avait caché. Juste au moment où l'homme se penchait,
des pas précipités résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit violemment. Une haute silhouette bloquait le passage, un bras musclé brandissant une matraque. « Qu'est-ce que tu fous ici, bordel ?» L'intrus jura, puis plongea par la fenêtre, disparaissant dans la nuit pluvieuse. Daniel s'effondra sur le matelas, serrant son oreiller, son corps tremblant. Le garde s'agenouilla à côté de lui, parlant doucement. « Tout va bien maintenant, gamin. Monsieur Alexander s'y attendait. Il m'a dit de veiller sur toi. » Tandis que la pluie tombait encore, Alexander entra dans un café fermé. La faible lumière ne scintillait que depuis une lampe d'angle. L'inspecteur Harris était déjà là, tenant une cigarette éteinte entre ses doigts. Alexander dit peu de choses. Il s'assit simplement, prit une tablette et lança un enregistrement audio. La voix de Marcus emplit la pièce, menace, grognement de rage. Harris écouta, son visage devenant exsangue. Finalement, sa mâchoire se serra. « Ce salaud !»« Est-ce que c'est suffisant ?» demanda Alexander. « C'est puissant, mais ça ne tiendra pas au tribunal. Ses avocats le mettront en pièces, » secoua la tête Harris. Alexander posa une autre carte sur la table. Il vient d'envoyer un homme s'introduire dans l'institut d'aide sociale, menacer un garçon de 8 ans pour récupérer cette clé USB. J'ai un témoin. Harris resta silencieux un long moment, puis son poing frappa la table. D'accord. Je vais ouvrir une enquête secrète, officieusement. Juste moi et quelques hommes de confiance. Mais écoutez, Knight, si ça échoue, Clara sera étiquetée comme folle à vie. Êtes-vous prêt pour ça ? Alexander le regarda droit dans les yeux. J'ai quitté le chemin du retour il y a longtemps. Cette même nuit, Daniel fut transféré dans la propriété fortifiée d'Alexander. Le garçon tremblait encore quand Alexander s'assit à côté du lit et posa une main chaude sur son épaule. Tu as été très courageux, Daniel. Tu es en sécurité maintenant. Je promets que je ne laisserai personne poser la main sur toi à nouveau. Daniel leva les yeux, encore humides de larmes, mais porteur d'une rare lueur de confiance. Serrant fermement son ours, il murmura « Maman sera sauvée, n'est-ce pas ?» Oncle Alexander hocha lentement la tête. Il n'en était pas certain, mais il savait qu'il sacrifierait tout pour tenir cette promesse. Le lendemain, Harris et David commencèrent à retracer l'emploi du temps de Clara le matin de sa disparition. Tout semblait sans espoir jusqu'à ce qu'une jeune infirmière nommée Sarah accepte de parler. « Je me souviens très bien de ce jour, » dit Sarah, la voix tremblante. Madame Thorne avait amené son fils pour un contrôle. Quand elle est sortie dans le couloir, un homme bien habillé l'a approché. Ils se sont disputés. Je n'ai entendu qu'une partie. Il lui a dit « Tu dois signer ces papiers, ne sois pas têtu. » Clara avait l'air terrifiée, puis elle a attrapé son enfant et est partie précipitamment. « Êtes-vous certaine que c'était Marcus Thorne ?» insista David. Sarah hocha fermement la tête. « Je ne pourrai jamais oublier ce visage. Plus tard, quand je l'ai vu à la télé, j'ai su tout de suite que c'était le même homme. » Alexander échangea un regard avec Harris. C'était la première fissure dans la forteresse que Marcus avait bâtie. Pas assez pour la faire tomber, mais assez pour ouvrir un chemin. Et les deux hommes savaient que la bataille avait commencé. Le bureau de David Tran au dernier étage de la tour de verre s'était transformé en champ de bataille. Le tableau blanc était couvert de notes, de schémas, de chronologies et de traits de marqueurs rouges qui s'entrecroisaient comme la toile d'un prédateur. L'odeur tenace du café flottait dans l'air, personne n'avait dormi. Alexander, David et Harris étaient assis autour de la table, les yeux rivés dans une profonde concentration. Au milieu, une minuscule clé USB reposait en silence, aussi menaçante qu'une bombe à retardement. « Les enregistrements seuls ne suffiront pas, » dit Harris d'une voix rauque. David Chen nous mettra en pièces. Nous avons besoin d'un mobile, d'une opportunité et d'une preuve que le rapport médical était un faux. Tout le monde acquiesça. La course avait officiellement commencé, une chasse dans le noir où aucun des deux camps ne savait ce que l'autre détenait. Jacques Riley, le détective privé engagé par Alexander, ne perdit pas de temps à ramener un rapport. Les règles ne comptaient pas pour lui, c'était son avantage. Marcus est noyé sous les dettes, dit Riley lors d'une réunion dans un parking abandonné. Il ouvrit un dossier épais, rempli de photos de surveillance de casino, de reconnaissance de dettes manuscrites et de déclarations sous serment obtenues avec de l'argent. S'il ne trouve pas l'argent d'ici un mois, il ne perdra pas seulement sa maison, il perdra aussi quelques doigts. Alexander feuilleta les pages, la mâchoire serrée. C'était le mobile. Pendant ce temps, David et l'équipe juridique ciblèrent l'hôpital Saint-Jude.
Ils acculèrent le docteur Evans, le même homme qui était passé à la télévision pour affirmer que Clara était délirante. L'enquête révéla ses liens d'affaires avec une société que Marcus avait autrefois financée avant qu'elle ne s'effondre. Une dette effacée en échange d'un rapport médical fabriqué. Des fissures apparaissaient dans les murs de Marcus. Sarah, une jeune infirmière, devint une autre pièce cruciale. Au début, elle tremblait et refusait, secouée par une menace voilée d'un étranger. Mais Alexander plaça immédiatement des gardes sur sa famille, 24 heures sur 24. Une fois qu'elle sut qu'ils étaient en sécurité, Sarah accepta de témoigner. Elle avait entendu Marcus crier sur Clara, la pressant de signer des papiers, le matin même de sa disparition. Marcus, cependant, ne resta pas inactif. Lui et son avocat, David Chen, firent défiler une série de voisins serviables, des témoins payés qui jurèrent que Clara avait crié et parlé toute seule. Chen déposa même une requête pour faire interner Clara dans un établissement psychiatrique à long terme, une tentative d'effacer complètement sa voix. Et puis, un après-midi, Daniel trouva un ours en peluche déchiré accroché à la clôture du manoir d'Alexander, son rembourrage se déversant, un de ses yeux en plastique arraché. Le message était sans équivoque, « Nous vous surveillons toujours ». Le garçon recula de terreur, en proie à des cauchemars. Alexander resta figé, la fureur bouillonnant en lui. Marcus avait osé menacer un enfant. Les pièces du puzzle finirent par s'assembler. Les dossiers de dette, le témoignage de Sarah et les preuves de transactions douteuses entre Evans et Marcus. Harris demanda une convocation. Une audience publique fut fixée. La guerre de l'ombre était sur le point d'entrer dans la lumière. Le jour du procès, toute la ville semblait retenir son souffle. Le vieux palais de justice était plein à craquer. Dehors, les journalistes grouillaient sur les marches. À l'intérieur, Clara était assise à côté de David Tran, son visage pâle mais ses yeux brûlants de détermination. À côté d'elle se trouvait Alexander, silencieux, immuable comme un roc face à la marée. De l'autre côté de l'allée, Marcus entra avec son avocat, David Chen. Il portait le masque familier du jeune frère dévoué, parvenant même à sourire au regard sympathique de quelques connaissances. La procédure s'ouvrit avec la présentation de Chen. Il parla avec une force dramatique, brandissant les dossiers psychiatriques, la procuration notariée et les déclarations de voisins soudoyés et de soi-disant experts. « Votre honneur, conclut-il, ceci n'est pas un crime, mais une tragédie. Mon client essayait seulement de sauver sa sœur de ses propres délires. » Un murmure se propagea dans la salle d'audience, le doute vacillant dans plus d'un regard. Clara baissa la tête, ses épaules tremblantes. Puis David Tran se leva, calme, délibéré, sa voix stable. Oui, Clara a souffert après la mort de son mari. Mais le deuil ne signifie pas la folie. Nous avons un témoin, l'infirmière Sarah Miller. Sarah monta à la barre, sa voix tremblante mais claire. Elle décrivit la nuit où Marcus avait forcé Clara à signer les papiers à l'hôpital. Chen bondit sur ses pieds, raillant qu'elle avait mal entendu, qu'elle inventait. Mais la graine du doute avait déjà été plantée dans l'esprit du jury. David Tran poursuivit. Il leva un sac de preuves scellé contenant une clé USB trouvée à l'intérieur de l'ours en peluche de Daniel. Elle contient un enregistrement de la nuit en question. La salle se figea. Le visage de Marcus devint exsangue, sa main tremblant sur la table. « Objection !» cria Chen. Mais la réponse de Tran fut glaciale, « Nous avons un rapport d'expert vérifiant que le fichier est intact. Nous demandons une lecture immédiate. » Le juge acquiesça. Les haut-parleurs crépitèrent. La voix de Clara, suppliante, désespérée. Puis celle de Marcus, froide, vicieuse, dépouillée de toute fausse douceur. « Signe ça, ou toi et ton gamin pourrirez dans les ordures. » La menace trancha la pièce comme une lame. Des halètements se firent entendre, les spectateurs reculèrent. Les jurés se regardèrent avec dégoût. Marcus était assis, livide, la sueur perlant sur ses tempes. Il bégaya. « Non, c'est un faux, ils m'ont piégé. » Mais personne ne le crut. Maintenant, Harris s'avança, portant le coup de grâce. Il présenta le dossier d'enquête de Riley, dettes de jeu, usurier, les sommes stupéfiantes que Marcus avait désespérément cherché à couvrir. Le mobile est clair, déclara Harris. Il avait l'intention de s'emparer de chaque centime du patrimoine de sa sœur. Écrasé sous le poids des preuves, Marcus s'affaissa sur sa chaise, se prenant la tête entre les mains. Mais les mots qui le brisèrent vraiment ne vinrent pas d'un avocat ou d'un procureur. Ils vinrent d'un enfant. Daniel, qui était resté silencieux depuis le début, se leva soudainement.
Le garçon tremblait, les yeux humides de larmes, mais sa voix résonna, forte. « Tu as enfermé ma maman dans la poubelle. Cette nuit-là, j'étais caché sous le lit, j'ai tout vu. Tu l'as frappée, tu l'as traînée dehors. » La salle d'audience entière se tut. Puis Daniel éclata en sanglots. « Tu es un méchant homme. Tu as déchiré mon ours en peluche. Tu es cruel. » Ce cri enfantin portait plus de poids que n'importe quelle preuve légale. Il transperça directement la conscience de toutes les personnes présentes. La foule explosa, lançant des injures à Marcus. Le juge frappa de son marteau encore et encore, mais il était impossible de rétablir l'ordre. Marcus se débattit, criant son innocence, mais ces mots ne signifiaient plus rien. Il fut emmené par la police sous les regards méprisants de tous. Dans le chaos, Alexander souleva Daniel dans ses bras, le serrant fort contre sa poitrine. Clara se précipita et s'effondra dans leur étreinte. Pour la première fois après des jours de terreur, ses larmes étaient des larmes de libération. Eux trois, une mère résiliente, un enfant courageux et un homme marqué par le regret, se tenaient ensemble au cœur de la tempête. Mais cette fois, ils avaient gagné. Un mois après le procès, l'atmosphère de la ville, autrefois lourde de chuchotements, de suspicions et de peur, s'était enfin apaisée. Le soleil inondait la rue principale, les magasins rouvraient, et les cloches de l'église sonnaient le matin comme pour marquer un nouveau départ. Dans une prison à plus de 150 km de là, Marcus avait officiellement commencé à purger une peine de 20 ans. En première page du journal local, des titres en gras s'étalaient, « Le frère imposteur, la vérité révélée ». La photo de lui, menotté, la tête baissée, mit fin à tout débat. Ceux qui l'avaient autrefois défendu se turent. Personne n'osa plus jamais parler du soi-disant jeune frère dévoué. Clara, elle aussi, fut enfin innocentée. Les autorités de la ville organisèrent une conférence de presse officielle pour présenter des excuses publiques pour avoir hâtivement apposé le mot « folle » sur son destin. Un certificat d'honneur restauré lui fut remis en personne sous les flashs incessants des appareils photo. Clara ne prononça que quelques mots, « Je n'ai pas besoin de gloire. Je veux juste que chaque enfant soit cru quand il parle. » La salle se tut, puis une vague d'applaudissements longs et soutenus éclata. Au dernier rang, l'infirmière qui avait courageusement témoigné baissa la tête et sourit avec un soulagement tranquille. Alexander s'approcha, lui serra la main et murmura, « Sans vous, la vérité aurait été enterrée. Merci. » Ce simple moment clôtura une intrigue secondaire, mais il suffit à toute la ville de comprendre que la justice ne devient réelle que lorsque des gens ordinaires osent dire la vérité. Pendant que Clara avait besoin de repos et de traitement, le tribunal accorda la garde temporaire à Alexander. Le jour où il signa les papiers d'adoption, sa main trembla en tenant le stylo. Un homme qui s'était autrefois cru indigne d'être père était maintenant légalement reconnu comme le pilier d'un enfant. Pour Alexander, c'était plus qu'une responsabilité, c'était une seconde chance de réparer les erreurs de son passé. Par un clair matin de week-end, avec des nuages fins comme des écharpes de soie, Alexander se promenait avec Daniel et Clara sur la place de la ville. Le garçon, autrefois si frêle, avait l'air en meilleure santé, sa petite main s'accrochant fermement à celle d'Alexander. Clara se déplaçait plus lentement, son visage portant encore des traces de fatigue, mais ses yeux avaient retrouvé leur lumière. Soudain, Daniel s'arrêta, leva son regard vers lui et parla. Sa voix était petite mais stable, portant dans le calme du matin. « Papa !» Alexander se figea, sa poitrine se serrant comme dans un étau. Il se tourna et rencontra les yeux brillants d'un enfant, non plus gonflé par la peur, mais rayonnant de confiance. Incapable de se retenir, il attira le garçon dans ses bras. Clara sourit à travers les larmes qui montaient à ses yeux. À travers la ville, les gens commencèrent à raconter l'histoire de ces trois vies, non plus comme un scandale, mais comme la preuve que parfois, croire en la voix tremblante d'un enfant peut suffire à sauver une vie, et même à changer toute une communauté. Une nouvelle aube se leva sur la ville, douce mais inflexible. Et dans cette lumière, une nouvelle famille était née, non pas du sang, mais de la foi, du courage et de l'amour. Et ainsi, notre voyage avec Alexander, Clara et Daniel arrive à son terme. D'une ruelle sombre et humide à une salle d'audience qui a secoué la ville, et enfin à un lever de soleil rempli de lumière. Cette histoire n'est pas seulement une bataille entre le bien et le mal, c'est un rappel profond de la force extraordinaire cachée dans les plus petites choses. Le cri d'aide d'un enfant, un secret caché dans un ours en peluche usé, et surtout, un simple acte de choisir de faire confiance. Alexander Knight a commencé cette histoire en tant qu'homme qui avait tout, l'argent, le pouvoir, le statut. Pourtant, il lui manquait la seule chose qui comptait le plus, la capacité d'écouter avec son cœur.
Le choix qu'il a fait ce jour-là de retourner dans cette ruelle, de croire aux yeux remplis de larmes de Daniel plutôt qu'à la logique froide de son propre esprit, n'a pas seulement sauvé la vie d'un enfant, il a sauvé sa propre âme. Il a découvert que la plus grande richesse qu'une personne puisse posséder ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous osons donner. Un peu de temps, un peu de confiance, une étreinte protectrice. Et peut-être que le plus grand enseignement que cette histoire laisse derrière elle est le suivant. Dans un monde bruyant et sceptique, nous devons parfois apprendre à nous taire, à mettre de côté nos préjugés et à écouter vraiment les voix les plus faibles. Car la vérité que nous cherchons ne se trouve peut-être pas dans les hauts lieux, mais cachée dans le murmure d'un enfant. Merci d'être resté avec cette histoire jusqu'à sa dernière page. J'espère qu'à travers chaque chapitre, vous avez trouvé non seulement du divertissement, mais aussi des moments de réflexion pour vous-même. Et je ne peux m'empêcher de me demander, dans votre propre vie, avez-vous déjà été confronté à un choix entre la raison et la compassion? Ou y a-t-il eu un moment où le petit geste de quelqu'un a complètement changé votre façon de voir le monde? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, j'adorerais lire vos histoires. Prenez soin de vous, et surtout, ne cessez jamais de croire au bien. J'ai hâte de vous retrouver dans les voyages à venir.